Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freitag. Je suis très heureuse de te retrouver dans mes vidéos. Dans mes capsules pleines d'amour, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Bruno Adler. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphanie. Bruno, tu es coach d'équipe, consultant, formateur, conférencier et auteur du grand livre de la psychologie positive. Tu as développé ton activité au sein de Revelcom depuis 16 ans, après un long parcours d'éducateur et aussi de responsable de pôle formation. Tu as pour vocation de contribuer au bien-être de tous. J'adore. Nous sommes rencontrés au sein de l'association de conférenciers à ICM. Mhm. Et je t'invite aujourd'hui au sein de mon émission, car j'ai été touchée par ta douceur, ta générosité, Oh. ton expertise sur ce sujet qui me tient tant à cœur, la psychologie positive. Bruno, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bah, t'en as déjà dit pas mal. Donc effectivement, j'étais éducateur et responsable de pôle formation. J'ai aussi été longtemps consultant d'accompagnement du changement, notamment dans l'industrie, et coach individuel et d'équipe. Et voilà, ça c'est ce qui caractérise d'ailleurs mes interventions actuelles et finalement longtemps indépendant ou avec ma propre structure, ce qui est une notion qui est importante pour moi. Et je me définis en libérateur d'énergie pour synthétiser mes interventions, notamment grâce à la psychologie positive, où je fais en sorte que les personnes que j'accompagne ou les groupes que j'accompagne s'appuient sur leurs ressources plus que de modéliser selon des théories et diverses et variées. Voilà un petit peu. Comment t'en es venu à faire de la psychologie positive? Alors c'est venu lorsque j'étais salarié, je l'ai pas souvent été, dans une filiale d'un grand groupe. Donc c'était une belle aventure au départ, puis toute la ligne de direction a changé et on a eu en gros des présidents, directeurs variés qui fonctionnaient plutôt au tableur et qui mettaient énormément de pression et qui voulaient inciter notamment les managers aussi faire du commercial en plus de leur activité. Et ce qui fait que je me suis retrouvé bien down, et notamment à l'occasion de vacances où j'étais sous l'eau, mais en plus psychologiquement, c'est-à-dire je doutais de moi-même. Et il se trouve que je suis parti avec un livre qui s'appelle Vivre la psychologie du bonheur de Mihaly Csikszentmihalyi. Donc un des cofondateurs de la psychologie positive, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et j'étais dans un endroit où je pouvais tout de suite mettre en application ce qu'il appelle le flow, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler son bien-être en étant dans des activités complètement à fond, en oubliant les soucis, le reste. Et ça m'a permis de me rebooster. Et du coup, j'ai voulu aller plus loin là-dessus. Et mais c'est à tel point quand même que moi j'ai pu pouvoir dans cette structure me positionner par rapport à leur mode de fonctionnement, rester dans mon flow d'ailleurs ensuite, et être sur ce projet de pouvoir transmettre la psychologie positive en indépendant. Donc voilà, moi je suis parti gentiment avec une bonne négo, là où mes homologues et mon N+1 se sont retrouvés en burn-out. Donc j'ai bien sauvé euh, mon, ça allait dire mes fesses, mais non, je veux le dire, sur cette histoire. Et surtout, j'ai vu les vertus de ces outils que j'ai développés, sur lesquels j'ai écrit, que je transmets en conférences, dans des séminaires, des ateliers. Tu te définis comme libérateur d'énergie. Qu'est-ce que tu entends Mm. par là exactement? Bah, mon idée, c'est à la fois de permettre aux personnes de s'appuyer sur leurs ressources et puis de faire en sorte qu'ils puissent avoir la pêche. Parce que ce dont je suis convaincu, c'est que pour pouvoir se sentir en entreprise bien, il s'agit de s'épanouir et de s'accomplir en même temps, hein, de lier ce qu'on appelle bien-être et la performance. Et pour ça, il faut avoir la pêche. Faut se sentir bien, se sentir en forme. Et voilà. Donc, je fais en sorte de pouvoir apporter cette dynamique aux différentes personnes avec qui j'ai l'occasion de travailler. C'est une énergie qui est dans la force, on se force à être bien, ou il y a quelque chose de plus subtil derrière ça? Alors, je pense que tu t'en doutes, mais j'aime bien cette question parce qu'effectivement, il y a la psychologie positive est décriée et à juste titre quand on parle de positive attitude. C'est comme Laurie qui chantait la positive attitude, hein. J'allais voir au Je Zénith vais de bien, Montpellier. tout va bien, je suis gai, tout me Oui, plaît. certaines idées, mais voilà, c'est un peu le.
Donc ça n'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ces injonctions qui ne vont pas du tout, et cette espèce de d'obligation du bonheur. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait des détracteurs quand même qui rappellent qu'il ne s'agit pas d'être obligé d'eux. Non, c'est inviter les personnes à pouvoir trouver en eux les ressources qui vont faire qu'ils vont pouvoir peut-être avoir un autre regard, pouvoir plus facilement atteindre des objectifs qui sont nécessaires. On parle par exemple des forces universelles en matière de psychologie positive, donc s'appuyer sur ses propres forces et en fait pouvoir réussir plus facilement, moindre effort. Et aussi savoir savourer ses succès, savoir savourer des bons moments. Donc c'est voilà, changer progressivement à son niveau, à son regard et mener quelques actions qui permettent de se sentir mieux au quotidien, puis progressivement d'améliorer son bien-être. Ce bien-être qui n'est jamais que subjectif. Hein. Ouais, mais c'est essentiel. Mm. Quelles ont été les 3 grandes réalisations de ta vie dont tu sens, de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Alors aussi, ouais, on parle souvent des enfants. Moi, pour moi, c'est pas le fait d'avoir fait des enfants, hein, c'est la conception, ça, chacun, voilà, peut pouvoir le faire assez facilement. Ce qui est beaucoup, surtout les hommes, mais en revanche, la parentalité, et notamment avec leur mère, même si on s'est séparés, et ça ils nous le reconnaissent, on s'est vraiment attachés tous les deux, et ça ne fonctionne qu'à deux, c'est pour ça que je vais pas parler que de moi, à être dans cette parentalité, dans cet accompagnement. Maintenant ils sont grands, ils ont de 20, 28 à 25 ans, et vraiment on est très fiers avec leur mère d'avoir réussi ça, et eux aussi nous le partagent. Donc ça c'est une vraie grande fierté d'avoir réussi ça. Hein. Après, les enfants ne nous appartiennent pas. Hein. Ils sont les enfants, la vie pour elle-même, comme dirait Khalil Gibran. Ça, c'est le premier point, et effectivement, c'est une grande fierté d'avoir réussi ça. Euh, ça, c'est venu avant, c'est de pouvoir m'intéresser aux autres. Euh, en fait, c'est venu à l'armée. Donc, il y a des vertus à l'armée, on apprend à fumer, à boire, à faire des tas de choses, etc., glorieuses. Ça existait. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'on, voilà, c'est l'occasion de rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées sinon. Moi, à l'époque, j'étais vraiment un petit con qui se baladait dans les nuits parisiennes. Je trouve que j'ai un oncle qui avait une boîte assez branchée, donc voilà, je me promenais avec des gens un peu connus et je me prenais pour ce que je n'étais pas. Voilà. Oui, je dansais aussi. Et j'étais très oisif finalement, et bon, je me dis bah, je vais faire l'armée puisque je ne fais rien. Et là, je me retrouve dans une chambrée avec des gens qui étaient très différents, c'est-à-dire qui faisaient des CAP pour rapporter de l'argent à leur famille. Et là, ça m'a complètement fait vriller en me disant, et au lieu de déconsidérer ces personnes, au contraire, j'ai eu un attachement et voilà. Et il se trouve que pendant que je finissais mon armée, on m'a proposé, un peu par hasard, d'être éducateur dans le milieu de l'éducation surveillée. Bah, j'ai continué sur cette route de vraiment pouvoir aider les autres, mais m'y intéresser, les comprendre. Donc ça, c'était vraiment un switch. Et je continue, c'est-à-dire en tant que coach, enfin, depuis mes 20 ans, ça ne fait que continuer. Troisième fierté, bah, c'est d'écrire des livres. La première fois, quand on me l'a proposé, c'était une responsable de collection qui me dit, tiens, moi, je lance une collection, est-ce que tu voudrais pas nous écrire un livre autour de la relation, etc. Ouais, qui s'appelle Ici, je supportais mieux les cons. Ça, c'était le premier ouvrage. Euh, Pas tout à fait en psychologie positive, mais c'est autour de la relation. Enfin. Et, euh, et j'ai dit oui, parce que je suis assez joueur en général. Et après, je me dis, mais comment je vais faire? Je suis un cancre. Enfin, j'étais un cancre à l'école. J'ai horreur d'écrire des rapports, des choses comme ça. Enfin, c'est pas mon truc. Mais je n'avais pas le choix, donc finalement je l'ai fait, puis ça a bien fonctionné, j'ai même eu de la presse, de la radio, etc., compris avec le livre suivant, et là j'en suis au troisième, et maintenant je veux m'attaquer au roman, donc je me forme quand même, je regarde des masterclass, je lis, etc., parce que j'aimerais bien faire ce que j'admire, c'est tout ce qui est roman initiatique, c'est passer des messages, mais sous une autre forme narrative. Voilà ces trois réalisations. Et ça a été quoi les grandes étapes, qui t'ont permis d'en faire des réalisations? Les, ah, les grandes étapes,
Est-ce que c'est des étapes? Bah, enfin, je pense que par exemple, pour l'armée, c'est allé au bout de l'oisiveté. Hein, j'ai vraiment testé jusqu'au bout de ne rien faire. C'était après la terminale, j'ai fait en sorte voilà, de plus rien faire. Donc, il y a un moment où j'en ai marre de ne rien faire et c'est même presque devenu une crainte après de retourner là-dedans, dans cette oisiveté. C'est une crainte aussi quand j'ai vu certains de mes enfants qui tombaient dedans. De, voilà. Ça, c'était pour et donc voilà, aller dans un univers nouveau et finalement découvrir quelque chose qui m'est essentiel aujourd'hui, c'est super. Après, j'ai fait 100 jours de trou, c'était pas mon meilleur truc. Mais bon, j'ai toujours pas appris à me discipliner. Ok. Donc l'armée t'a Autre étape, forcé à te discipliner. bah non. Non, si j'ai Mais fait 100 encore. jours de trou, c'est que ça marchait pas. Non, Oui, non, mais c'est après, le derrière, du dernier. coup, Non, non, t'as appris de ces 100 jours? Même pas? pas encore. Non, non. C'est plus tard. Je pense que j'ai travaillé sur la relation. Tu vois, les étapes sont pas calées forcément à ces réalisations, pas tout de suite. C'est à 25 ans, alors que j'avais déjà ma structure, ma société. Je commençais à faire de la formation en management. Avant, j'étais formateur en informatique. Euh, je me suis intéressé au développement personnel. Je pense que ça aussi, ça s'est pas arrêté depuis mes 25 ans. Et j'ai commencé par travailler sur la relation, parce que je suis beaucoup dans la relation, mais à l'époque, j'étais presque antisocial, quoi. Donc, Et c'est quoi et l'étape non, qui t'a oui. amené à t'intéresser au développement personnel à 25 ans? L'environnement familial compte beaucoup. Que ce soit ma mère ou mes oncles et tantes étaient beaucoup. J'ai une tante qui était ostéopathe, qui a écrit le premier livre sur l'ostéopathie, enfin un oncle homéopathe, enfin voilà. Et ma mère qui s'intéressait beaucoup à ces sujets-là m'avait évoqué la PNL. Donc j'ai fait mon premier stage de PNL où on avait fait aussi avec mon frère et un associé. Sur les recommandations de ma tante, on était allé faire d'un stage de méditation. Enfin, voilà, donc très vite, je me suis intéressé à ça. Une de mes tantes psychologue, mais s'est ouverte sur la méthode Espère de Salomé, voilà, gérait cet institut. Donc, je baignais quand même dans un milieu des proches. J'y étais sensibilisé aussi quand, par exemple, quand j'étais éducateur, notre conseillère pédagogique était Françoise Dolto. Donc voilà, j'étais quand même plutôt bien entouré. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Alors que gamin, j'ai vu des psys, etc. J'avais horreur de ça, ça a absolument rien donné. J'ai eu des gens plutôt manipulateurs, en fait. Donc j'avais mis de côté, mais après, sur cette voie-là, j'ai vu que c'était possible de se développer. Donc j'ai commencé à développer petit à petit la relation, puis d'autres choses plus profondes ensuite. Donc ça a été vraiment des étapes. Euh, la, voilà, une étape importante peut-être qui m'a sans doute apporté plus la capacité d'aimer ou d'être aimé, c'est ce qui se révèle d'ailleurs quand je fais le test des forces, qui était moins présent avant. C'est il n'y a pas si longtemps, le deuil de ma compagne et l'accompagnement au préalable, parce qu'elle avait un cancer. Et ça m'a permis de goûter chaque moment, déjà avant, de savoir goûter chaque instant, chaque relation, l'intensité de la relation avec chacun, d'avoir vraiment, bon, ce sont des étapes qui sont quand même majeures. Voilà. Moi, j'ai pu rebondir et être d'autant plus en connexion avec les autres, je dirais tous les autres. C'est ma dernière étape majeure. Ah, c'est une sacrée étape. Mhm. Mm. Et du coup, tu disais que quand tu étais jeune, tu avais vu des psys et choses comme ça. Est-ce que tu dirais que ta sensibilité à l'époque, elle a été difficile dans ta vie? Oui, oui, j'avais peut-être pas tout à fait la même douceur enfant, ou j'avais peut-être tout petit, mais comme j'étais en pension très tôt, à 3 ans à peu près, Ah oui. ça m'a fait un choc. Et je crois que en plus, chez des personnes qui étaient plutôt malveillantes, enfin voilà. Et ça m'a rendu très dur. Très dur. Et voilà, donc j'étais un gamin extrêmement difficile. Et je suis resté même ado jusqu'à 25 ans. Alors j'avais les deux. Il y avait un penchant qui était plutôt voilà, plutôt de douceur, à l'écoute, etc. Et l'autre qui était rude. Il en reste encore un peu quand même. Je le sais.
Donc voilà, avec une certaine violence, voilà, très facilement, avec une certaine agressivité. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la colère. Ça aussi, c'était une étape, quand tu me parlais d'étapes tout à l'heure. Parce que je m'en voulais de me mettre en colère vis-à-vis de mes enfants, quoi, en me disant, mais c'est pas possible, quoi. C'est les êtres que j'aime le plus, je peux pas être comme ça. Donc Donc j'ai tes travaillé enfants dessus parce que j'avais une très grosse colère. Donc, et ça, je pense que voilà, je pense que j'avais une grande sensibilité, mais qui s'est pas manifestée par complètement de la tendresse au départ. c'est l'arrivée de tes enfants, en fait, qui t'ont permis de te reconnecter à cette douceur que tu avais en toi et de sortir de ces réactions de colère, de protection, en fait, qui pouvaient être là. Pas tout de suite. Ah bon? C'est pas venu tout de suite. Mm. C'est pas venu tout de suite. Alors la tendresse m'est venue par mes enfants parce que leur mère est quelqu'un de, enfin, c'est une boule de tendresse, mais que je refusais, voilà, un peu. Mais voilà, mais j'ai pas pu refuser celle de mes enfants, donc voilà, par contagion, ça a fini Mm. par m'atteindre, ce qui est super. Et c'est plus tard, hein, je sais pas, quand vous avez une dizaine d'années quand même, 10-12 ans, que j'ai travaillé dessus. Voilà, notamment avec une approche appel Tipeee qui permet de Mm. travailler sur ces excès, sur les phobies, mais aussi sur la colère. Et ça, je crois que c'était important. Alors, ça peut m'arriver encore, et en plus sur des choses, voilà, c'est pas très importantes, mais beaucoup moins. Et c'est quand même très plaisant de plus être là-dedans, ni dans la rumination. Si j'étais beaucoup dans la rumination. Et ça, c'est une autre étape. C'est mes 40 ans, à peu près, c'est des changements sur les 40 ans. J'ai lu un livre qui s'appelle de Václavic, Paul Václavic, hein, de l'école de Palo Alto, qui est faites vous-même votre malheur. Puis alors, c'est vachement bien foutu, c'est fait comme un vrai guide ou comment faire son malheur. Et je regardais le livre et je dis ah ben ça c'est moi, je fais ça, je fais ça. À l'époque où je me disais de toute façon je suis pas fait pour être heureux. Ouais. Je sais pas d'où ça venait. Bon, peut-être une enfance pas très joyeuse. Et là ça a vraiment fait un split quand même. Et je me suis dit, bah si peut-être que je peux l'être. Enfin voilà, je suis quand même plutôt privilégié par rapport pas mal de personnes dans le monde, donc autant que j'en fasse quelque chose. Et voilà, et j'ai progressivement changé. C'est après qu'est venue la psychologie positive, mais déjà là j'ai eu un premier élan un premier mouvement qui a changé. Donc les étapes comme ça, 25, 40, et puis plus tard l'épisode sur la rencontre de la psychologie positive qui est venu plutôt à 50. Pour inspirer les autres, beaucoup d'entre nous ont du mal en fait à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont. Tu en es où, toi, sur ce chemin d'acceptation et d'amour de soi-même? Moi, quand on me parle de perfection, je pense à mon prof de psychologie positive, Tal Ben-Shahar, qui était un enseignant à Harvard, et, euh, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection, français, et dans lequel il dit, en gros, permission d'être humain, et il parle d'optimaliste, le fait d'être un optimiste réaliste, hein, pas l'optimiste neuneux, etc., le Candide que décrit Voltaire, mais vraiment celui qui voit le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et ça me va bien et je pense que je suis plutôt là-dedans déjà et je le suis d'autant plus. Donc la notion de perfection, c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait mon tempérament et je pense que voilà, ça m'a plutôt aidé. Euh, donc voilà, voilà, je me vois plutôt bien. Alors sinon oui, j'ai peut-être que j'aime pas mon bidon de sexagénaire, quoique hein, ça peut être confortable. Mais voilà, mais sinon, voilà, ça me va. Alors, c'est à la fois, sans doute que j'ai peut-être quand même un peu d'ego, un once d'orgueil. Ça peut avoir quand même la vertu au moins de avoir plus confiance en soi. Et, euh, et en fait, je pense que aussi le fait à 40 ans de me détacher vraiment du regard des autres, ça c'est lors d'un séminaire, où ça m'a fait aussi beaucoup de bien, et finalement de plus m'attacher à ce que pourraient éventuellement penser les autres, etc. Mais dire voilà, je suis comme je suis, alors peut-être un peu cacou, peut-être un peu voilà particulier. Il y en a que ça fait marrer, ça va bien. Il y en a qui me trouvent pas très sérieux, d'autres qui trouvent que je fais trop de bruit. C'est vrai, bon ben voilà. Mais au moins ceux qui m'apprécient vraiment pour mon authenticité et ça fait un retour. Donc ça engrange la confiance en soi. Je pense que le
peut-être le seul domaine où j'ai moins confiance. Les autres, je peux me casser la gueule, ça va, j'essaie, c'est pas grave. C'est le rôle de père. J'en reviens quand même à ça où voilà, j'aurais aimé peut-être être différent comme père et voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut pas revenir et voulu faire mieux, être plus présent. J'étais pas mal en déplacement, mais même quand j'étais là, je pense que je prenais pas le soin de les regarder. Maintenant, je peux regarder un petit grandir. J'ai pas de petits enfants, mais quand j'en vois et je me dis tiens, j'aurais aimé voir juste observer mes petits comme ça et donc je m'aime pas tout à fait. Enfin voilà, en tant que père, je me dis là, je l'ai pas fait comme j'aurais aimé. Mais sinon, voilà, je pense que je dois avoir l'orgueil de m'aimer quand même. Ça me fait du bien. Et pendant ce séminaire, est-ce que tu te souviens de la prise de conscience qui t'a permis de dire non, mais en fait, tant pis le regard des autres? Oui, oui, bah le travail il était tout bête. Enfin, c'est mathématique quoi. Enfin, mathématique. En fait, il n'est pas possible d'être aimé par tout le monde. Et donc, en faisant en sorte de se comporter en conformité de ce qu'on imagine que les autres pourraient vouloir de nous, ce qui est déjà une grosse erreur, parce qu'on peut se planter pas mal, bah finalement, ça fait pas authentique, on est moins apprécié, et donc on est moins... voilà. Donc, renoncer à vouloir être aimé par tout le monde. Euh, et du coup, pouvoir plus se définir tel qu'on est. C'est Jacques Salomé qui dit répondre à son besoin d'affirmation, il faut renoncer à son besoin d'approbation. Hein, donc, je ne cherche plus, quand je m'affirme, après je peux être à l'écoute des autres, mais je ne cherche plus à ce que ce soit OK pour les personnes. Je dis les choses telles qu'elles me semblent intéressantes, ce qui m'empêche pas après d'écouter d'autres avis, mais quand je les dis, je suis dans cette affirmation et je ne guette pas le regard des autres. Et ça, bah ça, voilà, je sais pas, ça donne une grande liberté de pouvoir être soi-même, de pouvoir se prononcer, d'avancer, d'accepter de se tromper aussi, d'entendre, voilà, enfin, je me sens, c'est comme au théâtre, quoi. Je fais un peu de théâtre amateur, je me sens dans la liberté voilà, de faire quelque chose qui sur le moment me paraît ok. Moi, ce qui m'aide pas mal, c'est de me dire, si vraiment j'ai été aimée par 8 milliards d'individus, ça ferait beaucoup de monde au barbecue le dimanche. Ouais, c'est pas ça. Je pourrais peut-être utiliser ça aussi. J'aime pas faire le barbecue, mais Donc, cool, cool, tout le monde ne peut-être m'aime en pas parce que comprendre. je pourrais pas gérer autant de monde. Ouais, ouais, ouais. C'est c'est une autre façon de le voir, tout à fait. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Nous avons tous des différences, des moyens différents de répondre à nos besoins. Et pour pouvoir inspirer les autres, est-ce que tu pourrais nous partager des choses concrètes que tu mets en place dans ton quotidien pour pouvoir te soutenir dans les creux de vague et dans les hauts de vague? Euh, alors, ce dont je parle souvent, je le fais plus parce que j'ai cette gymnastique maintenant, mais je vais quand même en parler. Je l'ai fait pendant un an. C'est le journal de gratitude. Trop simplifié, je pense, par Florence Servan-Schreiber en parlant de 3 kiffs par jour. Hein, le travail, enfin, faut vraiment pouvoir le faire. Déjà, c'est pas obligatoirement par jour. Quand ça va pas bien, il y a des gens à qui ça met la pression. Donc, c'est plutôt sur la semaine, pouvoir en noter un certain nombre. Quelles sont les bonnes choses que j'ai vécues dans la journée? Et pas se contenter de manière anecdotique, mais aussi se dire qu'est-ce que j'ai ressenti. Et c'est surtout la troisième qui est important, comment je peux le reproduire ou l'amplifier. Et ça, en le faisant un an, ça m'a donné, là, j'ai plus besoin de le faire, mais ça m'a donné la capacité de pouvoir m'arrêter sur les bonnes choses qui m'arrivent au moment où elles m'arrivent. Hein, puisque pour remplir mon journal le soir, il fallait que je sois un peu aux aguets la journée pour voir c'est quoi les bons trucs de la journée. Donc ça, le journal de gratitude, je vous le recommande, mais en appliquant, c'est les points correctement. Euh, Sinon, alors moi je suis pas, j'aime pas trop les routines. Hein, j'ai quand même toujours un problème avec la discipline. Par exemple, tout ce qui est physique, je sais que je devrais le faire. Surtout là, j'ai quand même plus de 60 ans, donc c'est quand même pas mal et je sais que mais j'ai vraiment du mal. Donc, alors j'ai des petits trucs, par exemple, sur le fait de faire des exercices de respiration. J'ai un truc qui est attente égale à détente. Je sais plus d'où ça me vient. Je sais plus qui disait ça.
je suis en attente dans un podcast. Et donc, dès que je suis en attente, je me mets à faire des respirations, faire un peu de cohérence cardiaque, d'autres choses. Par exemple, en moto, sur les feux rouges, voilà, je m'arrête en faisant des respirations abdominales tranquilles, ce qui fait qu'après, je roule beaucoup plus doucement. Voilà, je me crée comme ça des repères pour pouvoir faire ce qui me semble utile. Mais j'ai toujours du mal avec les habitudes. Donc soit faut que je les relis ou je me dise bah tiens j'aurais peut-être telle conférence. Alors sinon j'ai des petits bracelets aussi, des petits reminders là. Donc ça c'est comme je suis un champion de la procrastination, c'est vas-y just do it, hein, fais-le. Enfin, tais-toi, fais-le. Enfin, arrête de mettre la moulinette pour trouver des excuses à ne pas faire. Donc voilà, je l'ai sous les yeux pour me rappeler et après l'idée c'est pas que je me lance parce qu'une fois qu'on est lancé, après on va pouvoir faire donc c'est faire une démarche administrative un peu complexe ou quelque chose que j'ai tendance à faire retarder. Et voilà, donc je pense que ça vaut le coup de mettre des reminders pour mes exercices physiques. Je mets des petits post-it dans la salle de bain voilà, pour relier au moment de faire la douche et une post-it pour me rappeler de le faire. Donc voilà, j'organise mes routines et ça me permet quand même de pouvoir un minimum faire ce dont il me semble que c'est utile. Mais bon, le journal de gratitude, c'est là pour le coup, c'est un vrai bonheur d'avoir acquis ça parce que ça crée une gymnastique complètement différente. Donc je le recommande à 100%. Je le pratique aussi et je trouve ça juste génial. Et je le fais pratiquer, bien Mm. sûr. Ouais. Ouais. Comment tu cultives ton estime de toi malgré les critiques privées ou publiques? Alors ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Je sais pas, j'ai peut-être mon programme en mode cacou fait que je rebondis faire quelqu'un qui va me avoir un propos désagréable, moi, je vais jouer, quoi. Je- enfin, enfin, ah, connard, ah non, monsieur connard, s'il te plaît, Monsieur. enfin, voilà, Tu le je prends pas vais jouer, donc, personnellement, en fait. C'est ça? Tu le prends pas personnellement et tu arrives ah oui, alors ça, l'accord te mettre Toltec, de la ne jamais distance. rien prendre de personnel. Alors, je l'ai quand même en tête, parce que, par exemple, quand j'arrive en tant que consultant de change dans un accompagnement du changement, il y a des gens voilà, que ça remue, et je le comprends d'ailleurs. Et donc, ils vont pouvoir peut-être être agressifs ou d'autres choses. Là, j'ai cette petite, dans ma phrase, pardon, dans ma tête, j'ai cette petite phrase, ne jamais rien prendre de personnel qui vient très vite, et je prends la distance nécessaire. Donc ça, c'est quand même c'est vraiment un réflexe. Et puis, enfin, soit ça ne m'atteint pas parce que je trouve ça rigolo. Voilà, j'ai quand même écrit un bouquin sur la répartie parce que j'aime bien ça et euh, voilà. Donc je me sens pas en danger quand quelqu'un va me dire quelque chose. C'est juste quand je vois quelqu'un qui est en difficulté en formation ou autre, ben, je me déclenche. Enfin, j'étais quand même par mon passé programmé en mode coup de boule. Donc je me connais aussi, donc je risque de donner des phrases un peu trop dures. Et donc en formation, en accompagnement du changement, il faut que j'éteigne ça. Donc j'ai des petits trucs comme ça pour m'empêcher d'être trop voilà à sortir un scud verbal et de garder une relation et de faire en sorte que voilà c'est plutôt ça que j'ai besoin de travailler. Sinon sur l'estime de soi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une mère très aveugle hein, qui considérait que mon frère et moi nous étions les deux merveilles du monde. Ça c'est pas la seule. Mais ça aide pas mal. Hein, et donc, elle était extrêmement tolérante même de mes déboires scolaires, hein, en disant oui, mais de toute façon, ouais, c'est intelligent, il réussira à faire des trucs, etc. Bon, très bien. Mais ça donne de la confiance, hein, même si c'est très utopique et toujours. Et puis c'est sympa parce que je suis sûr que si je sors un bouquin, je fais une pièce de théâtre, je fais bah, là sur la vidéo, etc., j'aurai au moins une personne, non seulement qui va consulter, lire, etc., mais me dire ah t'as été super, c'est génial, etc. Donc l'air de rien, ça entretient quand même bien l'estime de soi, parce que c'est la valeur qu'on se donne. Euh, j'ai aussi quand même rencontré enfin j'ai eu la chance de rencontrer des mentors qui m'ont vraiment poussé, qui m'ont aidé à aller plus loin. Je me souviens c'était un client qui me dit tiens tu as fait une formation méthode de gestion de projet. J'ai dit mais non je fais juste des formations sur le logiciel. Il dit si tu vas le faire. Enfin il avait identifié plus moi que moi-même le potentiel que je pouvais avoir et il m'a forcé. Il m'a dit si je te le commande tu le fais, tu choisis pas. Enfin et voilà c'est quelqu'un qui est devenu un ami après.
Et j'ai rencontré comme ça des gens sur ma route qui m'ont passé ce qu'ils savaient, qui m'ont, enfin, je sais pas, qui m'ont fait, qui détectaient un potentiel. Alors maintenant, vu mon âge, c'est moi qui fais l'inverse, hein. C'est moi qui deviens le mentor. Et c'est très plaisant de pouvoir accompagner des personnes à grandir quand on sent qu'elles sont prêtes à le faire. Et voilà. Donc, c'est finalement, voilà, la critique. Alors, un petit peu, voilà, si je vois sur mes livres, je vois des gens qui sont un peu des haters. Enfin, je me dis, mais ils ont pas dû lire le livre parce ce qu'ils disent, c'est pas ça me tarabuste un peu. Et puis voilà, bon, je laisse passer. Bon, Alors justement, comment tu c'est fais pas. cette étape-là? Quand tu sens que ça vient de toucher, c'est ça qui va être inspirant pour les gens qui vivent la Ah, même chose, tu vois. moi, j'ai pareil, j'ai des petites phrases. C'est c'est parce que je fais aussi de l'accompagnement en milieu pénitentiaire et les gars c'est des petites peines, etc. Donc je leur dis pour pas qu'ils s'embrouillent dans les cours, etc. Parce que ça vient facilement. Je dis mais juste tu dis dans ta tête laisse pisser, etc. Puis il y a un gars qui me dit ouais Bruno ton truc ça a marché, etc. Et voilà c'est laisse pisser, foutez-vous la paix, dirait plus correctement Fabrice Milal, mais voilà, c'est mon mode à moi de foutez-vous la paix. Je l'ai, voilà, c'est- et puis d'autant plus maintenant après ce que j'ai vécu là, dont je te parlais il y a quelques années, enfin il y a 4 ans, ça a tellement pas d'importance, quoi. Enfin, ce qui est important est tellement ailleurs que, enfin, peu importe. Qu'il y ait cette critique et ça m'empêche pas d'avancer, ça, voilà. Donc il peut y avoir un moment où ça me touche et puis après laisse tomber, il y a plus important. Mes enfants sont en bonne santé, voilà, la vie offre des tas d'opportunités. Enfin voilà, j'ai un petit recueil de phrases comme ça qui me permettent de pouvoir me sentir, de retrouver la réalité de ce que j'ai et pas me laisser embarquer par ces conneries. Si quelqu'un traverse ce genre de choses, ça va être de relativiser, d'observer en fait les espaces plus prioritaires dans sa vie et puis de pas prendre trop ça au sérieux en fait. C'est quelque chose comme ça. Alors, si je voulais être très technique, je pense que d'abord, il faut retirer la montée émotionnelle. Donc, après, voir comment. Donc, il y a des petites phrases, mais il y a aussi, par exemple, couper. Quand c'est très, ça peut être très, très difficile, c'est couper sa respiration. Parce qu'on dit respirer, enfin, moi, ça monte, ça peut tellement monter tellement vite que j'ai trouvé que le truc de couper sa respiration, ça permet de faire redescendre la température et du coup de pouvoir enfin, se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça peut dire, bon, bien. Et puis, et de décider de dire, bon, ben, je vais pas là-dedans, quoi. Ou, au contraire, au contraire, il faut que je reste disponible, et si c'est important, je vais soit lancer des questions, qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'aime bien celle-là. Hein, quelqu'un qui dit n'importe quoi, qui peut être critique, soit sur un sujet, soit sur moi. Et parce qu'il y a tellement de gens qui ont des affirmations sans fond, à fait, à la limite, ils vont se retrouver comme des cons. Non, mais je dis ça comme ça. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça pour coincer quelqu'un et puis ça peut dire oui, ok, ouais, peut-être. Enfin, de retirer de la valeur à une critique aussi qui peut être donnée si elle est directe. Ouais, on peut le penser ça ou pas. Enfin voilà, c'est des petits trucs. Moi, j'avais tout un recueil hein, justement mon livre sur la répartie parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de pouvoir voilà travailler ça mais ça commence par retirer la montée émotionnelle inutile. Hein. On n'est pas en danger de mort, quoi. Je passe à vie parce que quelqu'un nous fait une critique. De sortir de la réaction pour passer vraiment à quelque chose d'actif à Ouais. l'intérieur de soi. Alors, il y en a un que j'aime bien, je te donne le dernier truc, celui-là j'aime bien, j'ai déjà pratiqué aussi, c'est de remercier la personne. Mm. Ah bah merci, là tu m'apprends à être meilleur, enfin qui fait une critique sur un sujet, etc. J'ai une collaboratrice comme ça, je fais un entretien annuel, enfin c'était... elle avait tout pour plaire, enfin on me l'avait donné justement parce que personne n'en voulait. Enfin bref. Et un entretien annuel inintéressant, son truc c'est de voir comment critiquer son manager, enfin bon je m'y étais préparé, là j'étais tranquille. Et puis à la fin, je dis vraiment, je te remercie parce que j'ai quand même une certaine expérience, mais là, tu me permets d'aller plus loin, d'être meilleur. C'est très sympa, super. Et vous voyez, c'est comme
le maso qui dit au sado fais-moi mal et le sado qui répond non. Enfin, il y a rien de pire. Vous avez quelqu'un qui veut vous casser, de le remercier, de presque l'embrasser parce que il vous a fait du bien, parce que c'était complètement à l'inverse. Ça marche bien aussi. Du coup, c'est Remercier, un mais merci qui est pas en sincère. mode chrétien. Hein. Je suis pas chrétien, Mm. donc c'est en mode fun, quoi. Ouais, Dérision. ouais. De prendre ça à la légère. Ça revient à ce que tu disais. Ouais. Ouais, l'humour, la dérision, autodérision ou dérision sur des attaques, c'est un des trucs qui fonctionnent bien. Alors après, faut être à Mm. l'aise, mais ça se prépare aussi. On n'a pas besoin que ce soit toujours, ça vienne comme ça. C'est des choses qui peuvent être préparées. Mm. Et du coup, comment tu fais pour tes propres critiques à l'intérieur de toi? Quand tu réalises quelque chose et que tu rates, ou que ça se passe pas comme tu as prévu, que ce soit personnel ou professionnel, comment tu agis justement sur cette critique intérieure que tu peux avoir? Alors j'ai arrêté de me dire quel con. C'est bien déjà. Euh, et, euh, et je suis plus, alors c'est le mode optimaliste. Il y a le phrase de l'optimaliste, c'est comment faire pour, en fonction des conditions, des situations. Je sais pas, je vais prendre quelque chose de très trivial, le bricolage. Pendant longtemps, j'étais extrêmement inefficace là-dessus. Puis là, récemment, je me suis installé il y a 2, 3 ans avec une nouvelle compagne dans une maison, donc il y avait des trucs à faire. Et je me suis voilà, dit comment pouvoir le faire en me préparant. Je vais me préparer à ce que ça rate, à ce que je me trompe, à ce que je revienne en arrière, etc. Donc, je me prépare à ce que avoir plein de temps pour pouvoir le faire. Enfin voilà, je crée les conditions déjà pour plus que ça arrive. Voilà. Bon, ça, c'est quand on peut l'anticiper, mais accepter l'échec et le considérer comme une expérience, ça fait partie des principes de l'optimaliste. Voilà, il faut pouvoir vraiment le faire comme ça. Accepter quelque chose ne marche pas. Ça m'arrive encore bêtement de mettre en colère sur un truc, mais quand même voilà, plus sur le bricolage en tout cas. Et de plus, enfin, de pas m'autoriser en fait à m'auto-dévaloriser sur quelque chose. Ça sert à rien voilà, de se critiquer. Après, se dire qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, qu'est-ce que je peux travailler, comment je peux le travailler, hein, sur la conférence. Je pense que je commence à en faire, j'ai certainement encore à pouvoir le développer, à faire des choses, etc. Ben voilà, c'est une analyse objective, y compris de personnes extérieures, ou pour me dire bah, comment je peux faire mieux. Et chaque jour faire de son mieux. Quatrième accord Toltec. Avec la chance sur l'interview, j'aurais placé les quatre. Et d'ailleurs, Bruno, c'est quoi les 4 accords Toltec? Ben, c'est vrai que je t'en parle, mais ce serait bien de pouvoir aller plus loin. Alors, ça fait pas partie des outils de la psychologie positive. Hein. C'est soi-disant, peu importe, soit vrai ou pas, effectivement, une tradition orale qui s'est transmise depuis les Toltecs, donc les sages d'Amérique du Sud. Voilà, c'est quand même assez connu. Il y a un livre alors c'est Don José Luis, je me souviens même plus quel est le fils ou le père. Et en fait, bah, ces accords, c'est des éléments, enfin des engagements que l'on prend avec soi-même ou on se rappelle de façon à pouvoir éviter toute la pollution. Hein, et le dernier que j'ai pas cité, ça me donnera l'occasion de le faire, comme ça j'aurais fait un grand chelem, un complet, c'est ne jamais faire de suppositions. Ne jamais faire de suppositions, soit je vais chercher l'information, soit je laisse tomber. Et en fait, moi, voilà, ces phrases comme ça, des accords Toltec. Donc le premier, hein, c'est que ma parole soit impeccable. Hein, donc ça veut pas dire que je dis n'importe quoi ou je dis ce que je pense, mais c'est-à-dire je tiens compte de la personne que j'ai en face, mais ce que je dis, c'est une réalité, c'est pas inventé, etc. Voilà, ne jamais faire de suppositions, ne rien prendre de personnel, et chaque jour faire de son mieux, y compris sur les 3 premiers accords, bah ça permet de pouvoir évacuer des tensions inutiles en soi ou vis-à-vis des autres. Et moi, ça m'aide bien. Je pense que ça aide pas mal de gens et ça contribue finalement à cette idée de pouvoir aller chercher le bon côté de la vie. Il y a d'ailleurs un 5e accord Toltec, notamment défendu par le fils, qui est plus une notion un peu plus complexe, qui est de savoir douter des autres et douter de soi-même. De remettre en question, mais dans une logique d'apprentissage, de ne pas être figé, d'être ça rejoint l'état d'esprit de croissance tel que le défend Carol Dweck, qui, elle, est une scientifique qui a travaillé autour de la psychologie positive et d'être dans une logique toujours continue de remettre en question ce qui paraissait une vérité, mais
et de voir ce qu'il en est. Voilà. Donc moi, ça m'aide bien. Je trouve que ça aide bien aussi les personnes avec qui je le partage. Donc c'est des façons, mais voilà, ça aide bien. C'est quatre petites phrases qu'on peut se donner comme ça et qui font du bien. Donc merci de pouvoir me donner la promo, l'occasion de faire la promo des accords Toltec. Bah, je t'en prie, Bruno. C'est toujours inspirant. Et c'est le plus important, c'est ça. C'est de pouvoir inspirer. Merci. Euh, et du coup, quand ça t'échappe, les moments où, parce que tu disais que tu avais mis en place des choses, mais il y a des moments où ça fonctionne pas forcément. Qu'est-ce que tu mets en place pour rattraper, pour revenir à quelque chose de... Bon, non, mais en fait, ça va. Par exemple, pour tes enfants, tu disais que tu avais des regrets de pas avoir été là, à les regarder, euh, à être présent quand ils étaient petits. Hmm. Comment tu gères ça? Ah bah, je peux pas les faire rapetissir. Je peux pas revenir en arrière. Je peux pas m'occuper de mes petits-enfants parce que je n'en ai pas. Je peux pas Bientôt. les forcer d'avoir tout de suite. C'est leur liberté. Voilà. Je Faites peux des pas enfants, refaire s'il vous des plaît, pour enfants. que je puisse réparer. Ouais, ouais. Je ne peux pas refaire des enfants. Enfin, je ne veux pas, je peux pas. Donc, je sais pas, ça peut être de temps en temps ouais, c'est peut-être la nièce de ma compagne qui est sa fille elle aussi, et voilà, prendre un peu de temps. Et encore, enfin, je me rends compte, je suis pas non plus, je peux pas rester des heures. Enfin, il y a aussi une réalité qui est que je, je- entre le fait de l'imaginer et de le faire, il y a un écart. Voilà. Donc, se donner le soin de le faire. Euh, je peux quand même rester présent près de mes enfants sous un autre mode maintenant. Il faut que j'apprenne en fait à lâcher prise et à être disponible quand ils me sollicitent et pas l'inverse. Voilà. Donc que ce soit eux qui m'appellent, et me disent ah, papa, là j'ai un problème avec un client, comment je fais, machin, etc. Ou j'ai ceci, j'ai cela, ou j'ai je sais pas. Donc là je suis content, voilà, c'est de leur répondre quand j'essaie de le faire. Puis de temps en temps je leur dis aussi bon j'ai du mal à lâcher prise, enfin je leur partage comme ça ils peuvent me le redire quand si je me mêle un peu trop de comment ils gèrent ils sont tous les trois indépendants, comment ils gèrent leurs activités. Euh, donc c'est être présent en fonction de leurs besoins. Je sais plus, je t'ai répondu Du coup, sur les enfants. ça te permet en fait d'adapter. Le fait de savoir que cette partie-là de ta vie a laissé un espace de frustration, du coup, ça te permet aujourd'hui d'adapter ton rapport avec tes enfants et peut-être avec d'autres d'ailleurs, en étant plus présent à eux. Ouais, en fait, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui me paraît couvrir comme beaucoup de choses. Je l'ai un petit peu. C'est tout ce qui touche autour de la relation, de relations de qualité. Mm. Si j'arrive à faire ça avec mes enfants, c'est parce que ma compagne m'aide aussi enfin, je pense que elle m'aide à réfléchir autrement. De même que voilà, j'ai souvent eu autour de moi des personnes qui voilà, alors je les ai entendues, mais qui ont pu avoir une présence ou un propos ou une écoute qui a fait que j'ai pu me sortir de certaines situations, soit extérieures, soit de certains états internes. Lorsque je sais pas si je suis tout à fait dans le sujet, mais euh, c'est un message que je voudrais faire passer, c'est quand il reste plus rien, quand on est vraiment très mal. Moi, j'avais tous ces outils de la psychologie positive, j'ai écrit le livre, il venait de sortir, etc. Voilà, ma compagne décède. Et même avant, je partageais avec psychologue, mais je n'arrive pas à écrire le journal de gratitude, j'arrive plus à méditer, enfin mes outils ne marchaient pas. En fait, la seule chose qui a fonctionné, c'est un des critères importants, un des outils importants, c'est de travailler des relations de qualité. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tour d'amis, enfin, j'ai des amis très présents. Mon frère, qui est dans les galères professionnelles, m'appelait tous les jours. Enfin, j'ai des amis aussi en fait, il faut se rendre compte combien c'est important et prendre les mains tendues. C'était en plein confinement, cette histoire-là. Donc, j'étais dans ma part tout seul, etc. Et en fait, il y a un pote alors j'ai un pote éloigné qui m'a dit, va dans la nature. Lui, il était en train de faire un tour du monde en, en bateau, c'est avec qui j'avais fait de la psychologie positive, donc de ce conseil-là, et un autre qui me dit, viens chez moi, il a un domaine piscicole, agricole, et viens te ressourcer, quoi. Donc, et je suis venu, et voilà, je suis allé chez lui, j'ai fait des trucs avec, enfin,
j'ai pris cette main tendue. Je pense que si je n'avais pas travaillé sur la psychologie positive, j'aurais pas pris cette main tendue. J'ai vécu au décès de mon père, c'était moins violent, mais je m'enfermais aussi, je prenais moins les mains tendues. Prenez quand ça va pas, prenez les mains tendues. C'est important d'être à l'écoute, pas forcément de faire, mais en tout cas d'être à l'écoute des personnes bienveillantes de votre entourage. Ce qui suppose que les personnes bienveillantes de son entourage, ben, quand ça va bien, c'est là où on crée les contacts. Hein. C'est pas quand ça va mal qu'on cherche des nouveaux amis. Bon. C'est pas non plus les 5000 Pékins sur Facebook qui vont aider à. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut pouvoir préserver, qui fait du bien, c'est une étude d'ailleurs de Harvard sur 75 ans qui le démontre, qui permet de vivre vieux et en bonne santé, c'est des relations de qualité, cercle familial, cercle professionnel, cercle social, peu importe. Un petit cercle important qui peut vous soutenir quand vous avez besoin et que vous soutenez parce que ça aussi, ça fait du bien. Hein, c'est plutôt que de se préoccuper de ces petits soucis, ben, l'altruisme fait aussi beaucoup de bien et nous permet aussi de pouvoir vivre plus vieux et en meilleure santé. Ouais, c'est le besoin d'être important, ça fait partie des besoins primaires, hein, de l'être humain, donc c'est hyper important de se sentir utile aux autres aussi, de se sentir faire partie de ça. Ouais. Ça rejoint en fait l'idée de Maslow, qui est un grand psychologue humaniste. Alors on connaît la pyramide de Maslow, mais enfin, le travail de départ de Maslow, c'était sur l'accomplissement de soi en étant. Il a été sidéré quand il était étudiant par un couple d'enseignants à l'université dont il voyait ils étaient bien, ils étaient dans l'humanité et en fait ils visaient un objectif au-dessus d'eux-mêmes, un objectif plus grand qu'eux-mêmes. Et ça c'est quelque chose aussi qui me conduit. Tu le rappelais, la phrase que je me répète et dans le choix de toutes mes missions, c'est ça, quel que soit le prix, c'est je contribue au bien-être pour tous. Voilà. Bon, ça va me faire refuser des missions où on met les gens dans des cases que je sais faire, qui sont très bien payées, mais je ne veux plus les faire. Et je vais prendre peut-être plutôt d'aller en prison, ce qui n'est pas tout à fait les mêmes rémunérations que les cabinets de consultants. Et c'est pas grave, mais je sais que ça peut apporter quelque chose. Donc, avoir du sens enfin, trouver quelque chose de plus grand que soi à faire et pas par rapport à soi, pas l'avoir, mais être pour les autres, ça porte vraiment et ça nourrit, ça fait du bien, ça, voilà, c'est certainement aussi une dimension qu'il faut pouvoir travailler, se donner du sens avec un objectif large, plus grand que soi-même. Donner du sens, mais oui, complètement. Et en conclusion, quel secret la vie t'a appris que tu voudrais léguer à ce monde? Bah, qu'on peut vivre à 180 degrés. Hein, donc je parle pas de kilomètres, hein, ça je sais le faire aussi, mais c'est pas toujours plaisant. 180 degrés, c'est-à-dire être capable lorsque quelque chose, une situation, une personne nous convient pas, ben, on peut retourner les choses, les renverser, les voir sous un autre aspect, voir ce que ça peut m'apprendre, voir, enfin, il y a plein de, je vais pas les détailler ici, et je fais en sorte enfin, moi, je pense que je travaille beaucoup comme ça avec des groupes ou avec des personnes, c'est leur permettre d'avoir un autre regard, et à partir de là, ça permet d'autres actions, d'autres réactions, ou pas. Et, euh, et sachant que ce changement, cette capacité, enfin, voilà, moi j'avais tendance à ruminer, voilà, à accrocher, à être dans la colère, et en fait, on peut tout changer. C'est vraiment possible de pouvoir le faire. La plasticité du cerveau le permet, et pas que jusqu'à 25 ans, mais même au-delà, à tout moment, à tout âge. Et voilà. Et moi, je suis dans un apprentissage vraiment continu de ce que je peux faire pour pouvoir être bien dans la vie, pour moi et pour les autres. C'est possible. D'être dans la confiance que c'est possible. Oui, Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci beaucoup pour toutes ces clés que tu nous partages. Je suis sûre qu'elles vont avec plaisir. inspirer énormément les auditeurs à avancer sur leur chemin de vie, à apprendre à s'aimer, à s'accepter dans toutes nos imperfections, parce qu'on est des êtres humains et c'est normal d'être imparfait. Et l'objectif, c'est bah, justement, c'est accepter ce changement et de s'autoriser à changer, à y aller.
Et merci de m'avoir donné cette possibilité de pouvoir le partager et puis voilà, de revenir dessus. Je pense, des questions qui font bien réfléchir et donnent envie de continuer d'avancer là-dessus. Donc, c'était aussi un beau cadeau. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? C'est quoi tes actualités? Mes actualités, c'est quelques conférences, mais c'est des conférences plutôt dans des organisations. Je vais en Moselle, tu vois, je me balade pas mal en Moselle. Ça va être le 20 novembre pour un réseau d'entrepreneurs où je vais avant le 19 octobre. C'est le salon du QVCT et de la RSE pour des entreprises de Coudekerque, c'est du côté de Dunkerque. Voilà, c'est une conférence autour aussi de mes sujets, notamment la psychologie positive ou la gestion des personnalités difficiles. Et puis sinon, voilà, je suis sur un projet alors qui va sortir, mais ton podcast sera écouté peut-être plus tard. Donc en janvier 2024, on va sortir avec ma compagne. Nous sommes en train de créer un podcast autour de la psychologie positive. C'est un sujet qu'on maîtrise tous les deux et qui s'appelle Pêchu, parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir la pêche avec les outils de la psychologie positive à titre personnel. Donc voilà, ça s'appellera Pêchu. J'utilise beaucoup cet acronyme de la pêche pour pouvoir voir les différentes dimensions et outils qui permettent de pouvoir se sentir bien. Voilà. Et sinon, dans les bonnes librairies, j'ai toujours mes ouvrages qui sont dessus. Alors un conseil pour celui de la psychologie positive, c'est peu mon éditeur qui me l'a demandé. Ne le lisez surtout pas comme un roman, sauf si vous voulez dormir. Hein, il faut le feuilleter sur la deuxième partie, ce que je voulais surtout faire au départ, c'est-à-dire regarder les outils, les méthodes, enfin des choses très concrètes. Puis après, éventuellement, vous pouvez lire les principes de la psychologie positive et la genèse, son premier chapitre. Voilà, mais surtout, commencez pas par le début, vous allez me détester ou vous endormir, ça ne fera pas du bien. Ce qui est important, c'est de voir les outils comme ça. Ok. Donc du coup, en janvier L'utile. 2024, il y aura ton podcast. Et en attendant, bah, lisez ces livres. C'est bien. Mais sans commencer Bah par oui. le début. En tout cas, sur le gros. Et puis j'ai mis quelques conférences. J'en ai une sur les assises. Je fais les assises du coaching d'équipe ou pour les gens qui accompagnent des équipes. Mais ça peut être aussi des managers. Là, je l'ai mis en complet. Elle est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver facilement Ok. Bah, sous Bruno la Adler vidéo, ou vous sur avez mon tous les site. liens. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer. Vous avez tout ce qu'il faut. Super. Donc moi, auditeur, j'aimerais beaucoup lire en commentaire. Viens nous dire, voilà, ce qui te parle, ce qui te chafouine, les outils qui fonctionnent pour toi, les outils qui fonctionnent moins bien. On est là derrière pour pouvoir te répondre, te guider. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire comment cette vidéo, elle vient t'inspirer. Et moi, je vous retrouve Mhm. le mois prochain pour une nouvelle interview toujours aussi inspirante. Et accepter le changement, autorisez-vous à changer, c'est possible. Vraiment, c'est Oui, possible. Donc allez-y. Merci Bruno. avec passion. Oui, Avec voilà, plaisir. se laisser le temps pour le faire, mais c'est possible en tout cas. C'est des choix. Merci beaucoup À Bruno. bientôt, À Stéphanie. bientôt. À Bye bientôt, bye. merci.